Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Je voulais entendre votre histoire depuis si longtemps. Peut-être pourrions-nous commencer par vous présenter brièvement, vous et votre famille? Oui, parfait. Donc, moi, je m'appelle Élise Rudel. Je suis originaire de Chine. J'ai été adoptée et je vis au Canada, à Montréal, depuis que je suis bébé. Et mon conjoint Clément est originaire de France, habite au Canada aussi à Montréal depuis plus de 14 ans. Et notre petit garçon Malo a eu 4 ans en mars dernier. Et donc, nous vivons toujours à Montréal en ce moment. Je pense que c'est votre origine internationale qui m'a attiré vers votre histoire parce que, comme vous, je viens d'une famille internationale. Alors, c'est très agréable de vous rencontrer. Quel est l'un des premiers signes d'alerte que vous vous souvenez avoir eu? Euh, alors, moi, je travaillais et j'ai étudié en éducation spécialisée. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec des enfants et des bébés euh, au cours de mes premières années de carrière. Donc, j'étais au courant du développement, si on peut dire, normal de l'enfant. Et donc, j'ai découvert très tôt que Malo avait un développement plus lent que la normale, c'est-à-dire que dès les premiers mois, le premier, deuxième mois, je trouvais que sa tête tenait pas bien. Quand je le mettais sur le ventre, il était très, très irritable. Il voulait pas tenir sa tête. Il toussait beaucoup quand il buvait son lait, quand il était bébé, manque de tonus, très irritable. Les nuits, dès sa naissance, étaient très, très difficiles. Et c'est vraiment à partir du quatrième mois que pour la première fois, Malo a fait une crise oculogire, donc a révulsé les yeux. C'était quelques secondes. Moi, je l'ai vu, mon conjoint, non, quand c'est arrivé, mais là, je me suis dit que c'était quelque chose d'alertant. Et puis, quelques mois à venir, à- par la suite, vers ces 6 mois, son tonus était toujours très lent. On a commencé à faire de la physio à l'hôpital pour enfants de Montréal. Et je trouvais aussi qu'il était très rigide, raide au niveau des bras et que ses poings étaient toujours fermés. Donc, ça, c'est ce qui a commencé à m'alerter, moi personnellement. Euh, et puis son père moins que moi, disons, oui. Au début, y a-t-il eu des moments où vous avez eu l'impression d'être trop prudente ou paranoïaque, comme si ce n'était rien? Ou au début, avez-vous pensé qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux? Pour moi, j'ai toujours trouvé ça très inquiétant. J'ai jamais pensé que euh, j'étais paranoïaque ou quoi que ce soit. Par contre, mon entourage, oui, mon entourage me disait que tous les enfants se développaient à des, euh, des rapidités différentes, qu'il fallait que je lui laisse le temps, qu'il était peut-être un peu plus lent que les autres. Donc, c'est sûr que j'ai pas eu ce support et j'étais vraiment la seule autour de moi à me dire que quelque chose n'allait pas. Donc, c'était d'autant plus difficile parce que je me sentais pas très épaulée à ce moment-là. Mais moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est pour ça que personnellement, c'est moi qui ai poussé à faire des investigations pour trouver ce qu'il avait. Quels mots avez-vous utilisés pour décrire les symptômes de la ADC, contrairement à ce que les médecins auraient pu dire? Quelles étaient les descriptions que vous essayez de communiquer aux spécialistes qui avaient du mal à mettre le doigt sur les symptômes réels? Alors, pour les symptômes qu'on avait commencé à percevoir chez Malo, c'était principalement son hypotonie, les poings fermés, les raideurs au niveau des bras, au niveau du soir, le soir. Et puis, pour les crises oculogires, on disait que Malo révulsait les yeux. Ça partait principalement le soir et vers la gauche. Et on savait pas. C'est sûr que tout de suite, les médecins ont investigué pour de l'épilepsie. Et quand ils se sont rendus compte que les tests d'épilepsie étaient
n'était pas positif. On a été voir des ophtalmos, des optométristes parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait avec ses yeux. Et on a eu la chance de trouver sur le site de maladies rares du monde la maman d'un autre enfant qui avait la maladie AADC, qui décrivait les mêmes symptômes que ceux de Malo. Et elle appelait ça des crises oculogires. Et c'est pour ça que nous, on a pu nommer crise oculogire aux médecins qui était avec l'équipe qui essayait de trouver la maladie de Malo à ce moment-là, parce qu'on trouvait vraiment que les symptômes du petit garçon de cette maladie rare-là ressemblaient à celle de Malo. Et elle avait aussi dit dans ce site de maladies rares que c'était par une ponction lombaire qu'ils avaient trouvé la maladie. Et c'est finalement aussi avec une ponction lombaire qu'on a trouvé le diagnostic de Malo, même si c'est après plusieurs tests qu'ils ont accepté de le faire. Donc, oui, on a pu essayer de rapidement trouver les mots justes parce que moi et mon conjoint, on a fait énormément de recherches sur Internet pour aider les médecins à trouver ce que Malo avait. Votre fils Malo a-t-il fait l'objet d'un diagnostic erroné? Non, Malo n'a pas été mal diagnostiqué. On fait beaucoup de tests, par contre, pour trouver la maladie. Donc, ça a été IRM, EEG pour voir s'il faisait de l'épilepsie, des tests génétiques. Euh, donc, beaucoup, une semaine complète de tests intensifs. On a dû changer 4 fois de médecin avant de trouver quelqu'un qui voulait faire les évaluations chez Malo parce qu'encore une fois, personne croyait qu'il avait quelque chose. Donc, j'ai dû pousser. Et c'est finalement après avoir vu 4 pédiatres différents en moins de 6 mois que la dernière pédiatre a vu qu'il y avait quelque chose et qu'elle a décidé de l'hospitaliser pour faire la panoplie de tests. Mais oui, on a tout de suite trouvé le bon diagnostic pour Malo après plusieurs mois de recherche. Et comment avez-vous su que vous deviez continuer à persister pour obtenir un diagnostic précis ou que vous ne pouviez plus attendre? Étant donné que les symptômes de Malo paraissaient assez gros, assez intenses, assez euh, dérangeants pour lui, je me disais que c'était peut-être grave. C'est pas fréquemment qu'on voit un enfant qui révulse des yeux, qui a de la rigidité dans ses membres. Je regardais beaucoup sur Internet, puis je trouvais pas d'autres de maladies qui correspondaient autant aux symptômes de Malo. Donc, c'était très difficile pour moi de savoir si c'était dangereux pour lui. Et je voulais vraiment qu'on trouve ce qu'il avait le plus vite possible parce que je ne savais pas si c'était une maladie qui était dégénérative ou s'il pouvait avoir des séquelles si on ne le traitait pas le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que j'ai poussé pour que les investigations se fassent le plus vite possible parce que j'avais peur pour sa vie. Et à quel point était-ce frustrant pour vous de passer par différents médicaments? Euh, Ça a été frustrant à la fois et pas frustrant parce que je savais qu'une fois qu'on a eu le diagnostic, je savais que c'était une maladie qui était très rare et qu'à ce moment-là, on avait quand même une équipe assez soudée à l'hôpital où Malo était suivi et qu'ils essayaient euh, de faire du mieux qu'ils pouvaient. Euh, Par contre, c'était frustrant dans le sens que grâce au groupe et ABC Moms and Dads sur Facebook, j'avais la chance de voir tous les essais au niveau des médicaments des parents sur leurs enfants. Donc, j'avais l'impression à un certain point d'en savoir plus que les médecins qui suivaient Malo et qui ne connaissaient pas la maladie. Donc, le premier neurologue qui nous a suivis a commencé à donner des agonistes de la dopamine à Malo, mais nous a dit qu'il fallait lui donner seulement le soir. Et moi, je lisais depuis le début qu'il fallait lui donner 3 fois par jour
et éviter de lui donner en soirée, que ça pouvait aggraver ses troubles du sommeil. Et c'est pour ça que ça a été très frustrant. J'ai dû même changer de neurologue parce qu'elle tenait à ce qu'on lui donne seulement le soir et on voyait que ça empirait. Donc, je me suis dit que c'était pas un bon match pour nous avec ce médecin-là. Donc, à plusieurs niveaux, j'avais aussi l'impression que j'avais envie de donner des conseils moi-même aux médecins qui nous prescrivaient la médication par tout ce que j'avais appris par le groupe de Facebook à ce moment-là. Combien de temps s'est écoulé entre l'apparition des premiers symptômes et le moment où vous avez appris que Malo était atteint d'AATC? Euh, les premiers symptômes ont été vers 3 mois pour moi. Et on a reçu le diagnostic un peu après ces 1 an, le diagnostic officiel. Ils avaient quand même des pistes on a commencé à avoir des pistes vers les 11 mois, donc d'une maladie des neurotransmetteurs. On a commencé à prendre du levodopa, mais Malo ne répondait pas. Donc, on a arrêté seulement 4 mois plus tard, vers ces 13 mois, euh, quand on a eu le bon diagnostic. Donc, je dirais 1 an entre les premiers symptômes et le diagnostic officiel. Une fois que vous avez appris que Malo était atteint d'AADC, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris qu'il n'y a aucune option de traitement disponible, du moins dans les hôpitaux? Well, pardon, j'allais répondre en anglais. Donc, quand on a appris euh, le diagnostic, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on était à l'hôpital. Et pour passer le temps et pour éviter d'être trop déprimé, notre moyen au père de Malo et à moi, ça a été de faire énormément de recherches sur la maladie sur Internet. Donc, on passait toutes nos journées, toutes nos nuits, quand on avait un moment, quand Malo dormait, à parcourir tous les sites Internet qui parlaient de la maladie, tous les forums. On a lu tout sur le groupe des parents, même dans des années précédentes, parce qu'on se disait qu'on voulait tout savoir sur la maladie et ce qui était possible pour Malo. On a vu qu'il y avait des médicaments donc, qui pouvaient aider à la maladie, mais que peu d'enfants répondaient à la médication ou que ça marchait très peu sur la plupart des enfants. Euh, donc, on avait cet espoir quand même que la médication marche. Et très vite sur Internet, on a vu qu'il y avait une thérapie génique qui avait commencé des essais cliniques il y a quelques années. Donc, on a été au courant des possibilités assez rapidement, mais c'est sûr que quand on a eu le diagnostic, savoir que ce n'était pas une maladie déjà dégénérative, même si on pouvait en mourir même si les enfants pouvaient mourir dû aux symptômes assez sévères, ça nous a quand même soulagés dans dans cette étape, oui. Comment avez-vous entendu parler de la thérapie génique pour la première fois? On a lu sur Internet euh, sur la thérapie génique. On a lu, mais je l'ai premièrement vu sur le groupe AADC Moms and Dads. En fait, je me suis inscrite sur le groupe avant même que Malo ait le diagnostic parce que moi, je soupçonnais que c'était la maladie qu'il avait. Donc, j'ai lu, euh, j'ai lu que certains parents parlaient de la thérapie génique. J'ai vu que certains enfants avaient eu recours à la thérapie génique et que ça avait fait des, euh, des miracles ou des effets très positifs sur les enfants qui étaient plus sévères. Puis c'est sûr que par la suite, je suis allée me renseigner moi-même sur Internet et j'en ai parlé moi-même au médecin qui suivait Malo. Et pour continuer sur la thérapie génique, pouvez-vous nous dire honnêtement ce que vous pensez de la thérapie génique et peut-être quelles sont vos inquiétudes par rapport à ce traitement? Oui, alors j'ai lu sur la thérapie génique depuis que Malo a été diagnostiqué, donc depuis plus de 3 ans. Euh, pour nous, ça a été un peu compliqué parce que Malo fait partie des enfants avec un phénotype moins sévère. Donc, pour les enfants qui avaient un phénotype plus sévère, c'était clair pour moi que la thérapie génique était ce qu'il fallait faire, que ça sauverait leur vie.
que ça leur permettait d'avoir moins de symptômes, de moins souffrir, d'avoir une espérance de vie meilleure. Euh, mais pour nous, c'était plus difficile parce que Malo étant moins sévère, on se demandait ce que la thérapie génique pouvait faire sur lui. Est-ce qu'on se demandait s'il serait éligible à la thérapie génique? Et comme aucun autre enfant de son phénotype avait été déjà opéré, c'était très difficile pour nous de savoir si c'était euh, le mieux pour lui. Euh, Comme nos médecins ici connaissaient pas la thérapie génique, connaissaient très peu sur la maladie, c'est moi et son père qui avons décidé de contacter des médecins un peu partout dans le monde pour essayer d'avoir leur opinion. Je vous ai également une fois demandé le contact de docteur Wu au Japon pour lui demander aussi son avis. On a contacté aussi Mita Bertoli, ou je ne sais plus, en Europe. On a contacté l'équipe de France. On a contacté l'équipe aussi de PTC qui ont commencé les thérapies géniques, les essais cliniques sur les thérapies géniques un peu partout aux États-Unis. Donc, on a contacté les médecins à Boston, au Texas, euh, en France, en Asie pour savoir ce qu'eux pensaient pour la thérapie génique de Malo. Donc, en général, on trouvait que c'était une thérapie formidable, qu'on était très chanceux pour cette maladie. C'est rare d'avoir deux sortes de thérapies. Pour nous, ça a été un peu plus compliqué le cheminement parce qu'on ne savait pas ce qui était le meilleur choix pour Malo. Et tous les médecins un peu partout nous répondaient la même chose, qui ne pouvait pas avoir de garantie pour Malo parce qu'aucun autre patient euh, plutôt modéré comme Malo avait été traité auparavant. Et vous avez récemment créé un compte GoFundMe. Pourriez-vous nous parler un peu de votre compte GoFundMe? Oui, alors finalement, après les 3 ans d'attente, euh, on a été accepté pour la thérapie génique. Donc, on avait deux contacts. Donc, on avait un contact en France, étant donné que le papa de Malo est français, donc Malo a la nationalité, qui était qui était la même thérapie qu'offre PTC, donc dans le putamène, qui était une thérapie qui, si on réussissait pas à avoir l'acceptation de la sécurité sociale, qu'on allait devoir débourser nous-mêmes. Donc, c'était un processus assez plus compliqué. Euh, et en même temps, on était sur la liste d'attente pour la thérapie génique à Ohio, à Columbus, avec l'équipe de Bankiewicz qui opère dans le midbrain. Et on n'a toujours pas de date à cette heure, mais Malo devrait être le prochain sur la liste à se faire opérer. Quand, euh, quand on a su que Malo allait se faire opérer, on a pensé à un GoFundMe parce qu'on s'est dit que financièrement, ça allait être difficile pour la famille, puisqu'on n'a aucun argent de côté. Parce que quand Malo a eu le diagnostic pendant la pandémie, moi, j'ai dû arrêter de travailler pendant 2 ans et demi parce que aucune garderie acceptait Malo dû à ses symptômes et parce que Malo devait dormir à tous les 2 heures pour éviter les crises oculogires. Donc, les 2 premières années de sa vie, ça a été principalement essayer de le faire dormir, rester à la maison dans un éclairage pas trop lumineux parce que ça lui créait des crises oculogires. Donc, pendant les 2 premières années, j'ai pas travaillé, donc on vivait sur un salaire. Et par la suite, on a trouvé une garderie pour enfants polyhandicapés qui a ouvert à Montréal, qui est, je pense, la première garderie pour enfants polyhandicapés au Canada. Et ils ont accepté Malo. Donc, Malo a été le premier enfant à pouvoir intégrer la garderie. Et ce qui a fait en sorte que j'ai pu commencer à retravailler à temps partiel parce que Malo devait encore faire une sieste le matin dû à ses troubles du sommeil la nuit et ce qu'ils n'offraient pas à la garderie. Donc, je travaillais quelques heures par jour les premiers mois. Et par la suite, j'ai dû arrêter de travailler parce que Malo tombait tout le temps malade et que les hospitalisations
arrivait de plus en plus souvent. Donc, les premières années de sa vie, dès qu'il attrapait un virus, on était hospitalisé. Il a fait 2 pneumonies l'année dernière, qui fait en sorte que je devais m'absenter vraiment, vraiment beaucoup et que j'ai très peu travaillé. Et avec la thérapie génique, on va devoir, moi et mon conjoint, arrêter de travailler pendant quelques mois. Et on souhaite garder notre appartement, garder la place aussi de Malo dans une garderie qui est non subventionnée. Donc, c'est une garderie qui coûte 1 450 $ par mois, qui n'est pas remboursable. Donc, toutes les dépenses qu'on a à faire par rapport à notre appartement, la garderie, la médication aussi de Malo. Malo a commencé une médication il y a quelques mois, une médication pour le sommeil qui se retrouve, qui se vend juste en France ou en Europe en ce moment, qu'on fait venir et qui nous coûte plus de 340 $ par mois. Donc, on avait arrêté cette médication-là due à son coût et c'est une chance, grâce au GoFundMe, on va pouvoir la recommencer. Donc, c'est pour plusieurs raisons comme ça, pour la suite aussi des traitements de Malo, qu'on a décidé de se faire aider avec un GoFundMe. Merci de nous en avoir fait part. Si vous deviez rencontrer une nouvelle famille qui commence à identifier la ADC, quels conseils lui donneriez-vous? Euh, je lui expliquerais déjà de ne pas décourager, parce que moi, quand j'ai eu le diagnostic, j'étais très découragée. De d'aller s'inscrire sur le groupe Facebook avec tous les parents ADC qui m'ont donné énormément de conseils quand j'ai eu le diagnostic. Ça m'a énormément aidé à savoir quoi faire, à savoir comment gérer tous les symptômes de Malo, à avoir du support moral, à en connaître plus sur la médication, euh, sur les traitements qu'il pouvait y avoir pour la maladie. Donc, ce serait de s'inscrire à ce groupe. Euh, je pense aussi que s'informer sur la maladie aide vraiment parce que j'ai parlé aussi à des parents qui avaient reçu un diagnostic à un moment qui n'étaient pas au courant de la thérapie génique, des médications et que je pense que plus on est informé, plus on peut aider nos médecins de peu importe où on habite à, à essayer de trouver le meilleur traitement pour notre enfant parce que, étant donné que c'est une maladie très rare, les médecins, et c'est compréhensible, connaissent très peu sur la maladie et ne savent souvent pas quoi et quel est euh, le meilleur traitement pour notre enfant. Donc, se renseigner, pousser aussi pour avoir des traitements, pour essayer de convaincre l'équipe de médecine derrière vous qu'est-ce qui va être le mieux pour votre enfant. Parce que souvent, moi, j'ai demandé moi-même de changer la médication de mon enfant. Euh, donc, oui, se renseigner, puis vraiment pousser pour que votre enfant ait le meilleur traitement et qu'il soit le mieux servi. Et la ADC, comme beaucoup de maladies rares, a des parents qui cherchent un diagnostic. Quels conseils donneriez-vous aux parents qui cherchent un diagnostic? Je pense que il faut, dans mon cas, ça a été pousser les médecins à continuer de faire des examens parce qu'on en a fait beaucoup. On sentait que les médecins se décourageaient parce qu'ils trouvaient rien. Euh, donc, ça a été vraiment de les encourager à faire d'autres tests, de demander de l'aide à d'autres médecins aussi. Nous, on a demandé si le cas de Malo pouvait être vu par l'équipe de neurologie de l'hôpital, étant donné que le neurologue qui nous avait été assigné ne trouvait pas. Donc, c'était un autre neurologue dans l'équipe qui a pensé peut-être que Malo faisait de la dystonie due à l'arrêt d'air de ses muscles, qui, elle, a pensé tout de suite à une maladie métabolique. Donc, si le médecin qui vous est assigné ne connaît pas, peut-être lui demander de demander de l'aide à une équipe. On a énormément aussi cherché sur Internet. C'est grâce à ça qu'on a pu voir un autre petit garçon qui avait la même maladie que Malo et c'est nous-mêmes qui avons parlé des crises oculogires et de la ponction lombaire à l'équipe. Au début, ils ne pensaient pas que c'était ça, mais on a envoyé les articles, on a envoyé, j'ai montré des vidéos
du groupe de AADC Moms and Dads à notre neurologue pour montrer que les crises oculogires de Malo ressemblaient à les crises oculogires de ces enfants-là, qui n'étaient pas forcément épileptiques également. Donc, encore une fois, ce serait de pousser pour que les examens complets soient faits, de s'assurer que, que tous les tests génétiques possibles soient faits pour avoir le bon traitement, parce que oui, il y a des enfants qui ont eu la maladie, qui ont été mal diagnostiqués et qui ont dû prendre la mauvaise médication pendant des années. Euh, donc, ce serait se renseigner. Nous, ça a été vraiment se renseigner sur Internet, étant donné que c'était une maladie rare. C'est ce qui nous a permis d'apprendre le plus, puis d'aider même nos médecins à trouver la maladie de Malo. And thinking about your journey, is there anything that you wish doctors would have done differently? Euh, oui, les médecins en général, depuis la naissance de Malo, on a un sentiment d'amour-haine envers la médecine. On a changé énormément de médecins. Donc, depuis sa naissance, il y a eu quatre pédiatres, trois pédiatres qui ne m'ont jamais cru sur les premiers symptômes de Malo, qui me parlaient qu'il avait peut-être un développement plus lent, euh, qui n'ont pas vu de leurs yeux les crises oculogires de Malo, donc qui ne me croyaient pas. Donc, c'est moi-même en envoyant des messages sur les réseaux sociaux par contact que j'ai pu trouver une pédiatre formidable qui a pu prendre en charge Malo. Et c'est la première fois que quelqu'un me croyait en plus de 8 mois, me croyait sur le fait que oui, elle pensait également que Malo avait une maladie. Euh, donc, ce serait de ne pas abandonner. Euh, si on vous dit que votre enfant euh, n'a rien et que vous êtes persuadé qu'il a quelque chose, c'est d'écouter cet instinct-là. Je pense que euh, quand un parent sent quelque chose chez son enfant, c'est souvent qu'il y a quelque chose. Donc, si je m'étais découragée au premier ou au deuxième médecin qui me disait que Malo avait rien, je pense pas qu'on aurait eu un diagnostic aussitôt. Euh, et je pense également que quand son enfant a une maladie rare, que les médecins connaissent peu la maladie, je pense que c'est aussi au devoir du parent de faire des recherches pour aider la médecine, pour aider à connaître les solutions. Dans notre cas, c'est vraiment nous qui avons poussé. Puis je pense, et je peux dire que c'est grâce à nous qu'on a recours à la thérapie génique, parce que si on avait dû attendre que les médecins autour de nous se renseignent, envoient des messages, je pense pas que Malo aurait pu la recevoir aujourd'hui. Merci. Et juste une dernière question. Pour des organisations comme Teach Rare ou des organisations qui aident les patients et leurs familles, avez-vous des conseils à nous donner sur la manière dont nous pouvons mieux aider les familles et les parents qui ont des enfants atteints de maladies rares? Je pense que pour ce genre de choses, les groupes Facebook, c'est vraiment génial parce que tu peux parler à des parents qui ont des enfants qui ont la même maladie. Surtout quand il y a peu d'informations sur ces maladies sur Internet. Euh, il y a, il y a personne qui a des meilleurs conseils que les parents qui vivent au quotidien avec des enfants qui ont ces symptômes-là euh, pour donner des bons conseils. Moi, je me rappelle juste pour les symptômes de Malo, ne serait-ce que pour les crises oculogires, quoi faire, qu'est-ce qui crée les crises oculogires, comment je peux les éviter et qu'est-ce que je peux faire quand elles arrivent. Et j'avais vu sur justement le groupe Facebook qu'une maman disait que son enfant, les crises oculogires de son enfant calmaient avec les écrans. Et, euh, et maintenant, quand Malo fait une crise oculogère, on le met tout le temps devant des écrans. Donc, des groupes comme ça, avec des parents qui ont des enfants avec ces maladies rares, c'est vraiment les meilleurs conseils. Euh, autrement, oui, je pense que c'est principalement ça, les groupes de soutien, des groupes Internet qui parlent de cette maladie. Ça aide les parents en général. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager votre histoire et de nous donner toutes les informations dont vous disposez.
Elles seront utiles à de nombreuses familles et nous vous remercions de nous les avoir données. Merci. S'il y a n'importe quelle autre question, les parents peuvent m'écrire aussi en privé sur le groupe. Ça me fait plaisir de répondre. Merci et saluez votre mari et bien sûr Tamalo pour moi. Oui, merci Richard. Bye bye.